Mon fils avait 7 ans. Il adorait jouer dehors, courir jusqu'à l'épuisement, rentrer couvert de poussière et de sueur, rire sans retenue. Pendant longtemps, cela avait été son quotidien, simple et insouciant. Puis, depuis quelques semaines, quelque chose s'était insidieusement modifié. Chaque soir, lorsque le soleil amorçait sa descente, son énergie semblait s'éteindre avec la lumière. Ses pas devenaient plus lents, son corps traînait, et il trouvait toujours une raison pour retarder le moment de rentrée. Au début, je n'y avais vu qu'un comportement d'un enfant ordinaire, cette réticence naturelle à quitter le jeu pour retrouver les murs de la maison. Il observait notre maison comme on observe un lieu que l'on redoute, comme si franchir le seuil représentait un danger silencieux. Un soir, lassé, j'avais fini par hausser le ton et exiger qu'il rentre immédiatement. Il s'était figé, avait levé les yeux vers moi sans colère ni larmes. Son regard n'exprimait qu'une inquiétude profonde, main tremblante. Il avait simplement demandé à rester encore un peu dehors, sans raison claire. Les jours suivants, son malaise s'était accentué. À mesure que nous approchions de la maison, il se rapprochait de moi, agrippait ma main avec une force excessive et fixait toujours les mêmes fenêtres. Lorsqu'il prétendait ne rien regarder, il mentait maladroitement. Une nuit, je l'avais entendu se lever et marcher avec précaution avant de s'arrêter net. En le suivant, je l'avais trouvé immobile dans le couloir, face à la porte du salon, comme paralysé. Il m'avait alors confié, d'une voix basse, que la maison faisait du bruit lorsque je dormais. J'avais tenté de banaliser, affirmant que toutes les maisons craquent la nuit, mais il avait refusé cette explication. Selon lui, ce n'était pas pareil. Le lendemain, j'avais décidé de l'observer discrètement. Le soir venu, lorsqu'on était rentré, il avait retiré ses chaussures lentement, sans courir ni parler. Il s'était assis et avait attendu, comme s'il s'avoue que quelque chose allait se produire. Lorsqu'il m'avait fait comprendre qu'il attendait que cela commence, un nœud s'était formé dans mon ventre. La nuit était tombée. La maison s'était plongée dans un silence presque artificiel, avant qu'un bruit léger n'apparaisse. Un déplacement lent, toujours au même endroit. Mon fils s'était rapproché de moi. J'avais prétendu ne rien entendre, mais il avait compris que je mentais. C'était pour cette raison qu'il refusait de rentrer là. Lorsque je n'étais pas là, quelque chose venait vérifier s'il se trouvait bien dans sa chambre. Le silence avait repris, puis le bruit était revenu, plus proche. Mon fils s'était collé contre moi, suppliant de dormir près de moi cette nuit-là. J'avais accepté. Aussitôt, la maison s'était tue. Ce fut à cet instant que j'avais compris pourquoi il refusait d'être le premier à rentrer. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'avais seulement fait semblant, comme les parents savent le faire pour rassurer. Mon fils était serré contre moi, respirant difficilement, les yeux ouverts. Il voulait que je le réveille si quelque chose bougeait. Je lui avais promis. Aux alentours d'1h du matin, j'avais ressenti quelque chose. Ce n'était ni un bruit, ni un mouvement, mais une présence, semblable à la sensation désagréable de quelqu'un derrière soi. Mon fils s'était crispé, sentait que cela recommençait. Je n'entendais toujours rien, jusqu'à ce que, très doucement, un pas se fasse percevoir. Il ne provenait ni du couloir, ni du salon, mais de la maison elle-même, comme si les murs glissaient lentement. Mon fils s'était redressé et m'avait supplié de ne pas regarder vers la porte. Mais je l'avais fait malgré tout. La poignée bougeait avec une lenteur insupportable, comme si quelqu'un testait sa résistance. Elle s'était arrêtée, puis avait repris, une fraction de tour avant de s'immobiliser de nouveau. Mon fils m'avait alors expliqué que cela se produisait toujours ainsi lorsque je n'étais pas là. Le silence était redevenu lourd, oppressant. Sans m'en rendre compte, j'avais exprimé la crainte que la chose entre. Mon fils m'avait assuré que non. En ma présence, la chose n'entrait jamais. Cela se contentait d'attendre. Je l'avais serré contre moi et regardé l'heure, 2h03. Un souffle s'était alors fait entendre derrière la porte. Ce n'était pas une respiration humaine, mais quelque chose de lent, de patient. Mon fils avait fermé les yeux et m'avait demandé de lui promettre que je rentrerais toujours avant lui. J'avais acquiescé. Le souffle s'était éloigné. La poignée était redevenue immobile. La chose s'en alla en passant par une porte à l'intérieur de la maison. Le matin était arrivé sans bruit ni explication. Mon fils s'était levé presque apaisé, convaincu que lorsque j'étais là, la maison restait tranquille. Depuis ce jour, je fais tout pour rentrer avant lui. Et lorsque, par erreur, il arrive le premier, il reste dehors. Il m'attend, sans pleurer. Parfois, les histoires les plus troublantes ne viennent pas de l'imaginaire, mais de ce que l'on préfère ne pas voir ni entendre. Elles naissent dans le silence des maisons,
dans les peurs que les enfants n'inventent jamais par hasard. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire jusqu'au bout. Si ces histoires du réel africain vous touchent, vous dérangent ou vous interpellent, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits. Au revoir.